J'admets tout le monde. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va attendre quelques instants afin de permettre aux retardataires de participer à la conférence. On commence dans quelques minutes. Alors, nous allons commencer. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre. Je serai votre médiateur pour cette conférence intitulée Transformation des agricultures en Asie du Sud-Est, la paysannerie face aux défis de la mondialisation. Donc, merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de l'hiver de l'histoire de la géographie. Pour le bien de cette conférence, je vais vous demander de bien laisser vos caméras et vos micros éteints afin de préserver un bon débit pour la conférence et afin de ne pas émettre d'interférences pour l'enregistrement. Donc, pour présenter rapidement l'association, histoire d'en parler, donc c'est une jeune association créée en 2017 par 3 étudiants en histoire. Son but est de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre. Donc pour cela, l'association s'appuie sur 2 biais, donc des ateliers qui sont créés et développés dans le milieu scolaire et des événements grand public auxquels participent des professeurs et des jeunes chercheurs. Donc à l'heure actuelle, l'association est composée d'une trentaine de bénévoles. Elle reste ouverte à tous et à toutes, à tous les passionnés d'histoire-géographie. Notre devise est l'histoire-géographie par tous et pour tous. Et depuis le début des confinements, nous avons rajouté partout, puisque maintenant nous sommes présents sur Internet. En lui-même, l'hiver de l'histoire géo se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire et de géographie, donc différentes périodes, différents thèmes, différents sujets. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Daniel Césaro, docteur en géographie de l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, actuellement Paris 10, et chercheur au CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Donc, ces recherches portent essentiellement sur l'intégration de l'agriculture-élevage à différentes échelles géographiques et sur le rôle des systèmes agricoles dans le fonctionnement d'une économie circulaire. Il a participé à plusieurs projets de recherche, notamment au Vietnam et en Afrique de l'Ouest, et il a contribué à l'édition de plusieurs ouvrages collectifs et à plusieurs articles, dont un est présent sur le site de Géoconfluence, publié en 2020, dont est extrait son exposé de ce soir. Donc, à la fin de l'exposé, vous, les téléspectateurs, les visio-spectateurs, vous aurez la possibilité de poser des questions à Jean-Daniel Césaro. Pour cela, vous pourrez lever la main et je vous donnerai la parole, soit pour poser une question en direct via le micro, ou alors poser la question sur le chat. En attendant, je vais vous demander de bien garder vos micros et vos caméras éteints et de n'utiliser le chat que pour des problèmes techniques. Donc, merci à vous tous et Jean-Daniel, c'est à vous. Ok, merci Pierre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je tiens d'abord à remercier l'association Histoire d'en parler de me donner l'occasion de présenter cet exposé sur les agricultures en Asie du Sud-Est. Pour faire rapide, j'ai fait ma thèse donc au Vietnam sur l'industrie de l'élevage et les transformations, on va dire, des agro-industries liées au secteur de l'élevage dans ce pays-là. Et le site Géoconfluence m'avait proposé de faire un papier sur cette question des transformations de l'élevage au Vietnam. Et
j'avais envie, vu la question qu'il y avait au CAPES, d'essayer de regarder un peu plus largement la question de l'agriculture en Asie du Sud-Est et de proposer à Géoconfluence un papier, on va dire, plus synthétique ou plus général sur la question des agricultures. Donc, tout cela pour dire que je ne suis pas forcément spécialiste sur l'ensemble des questions que je vais aborder ce soir. Mais si vous avez des questions, voilà, on va essayer de prendre un temps pour pouvoir creuser et affiner. Donc, cette présentation a été est issue du travail de thèse donc d'un projet ANR qui a été financé par l'ANR, le projet Révalter, qui s'intéressait aux révolutions alternatives en système d'élevage, et donc plus globalement à la question de ce qu'on appelle les transitions agraires, c'est-à-dire les transformations du secteur agricole pris dans une mutation du système économique en vue de phases de développement et d'émergence, ce qui était le cas au Vietnam et particulièrement le cas en Asie du Sud-Est. Donc, tout d'abord, on pourrait commencer la présentation par dire que l'Asie du Sud-Est, aujourd'hui, vient d'être intégrée dans ce qui est appelé l'un des plus grands traités de libre-échange international, donc c'est le RCEP, qui intègre les économies de l'ASEAN. Donc l'ASEAN, c'est l'association des pays d'Asie du Sud-Est, avec des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Inde, qui est à côté, se retrouve un peu observateur. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2020, on parle de ce traité de libre-échange. J'aurais fait cette présentation en 2016 avant l'élection de Trump. J'aurais parlé d'un autre accord de libre-échange qui était en négociation avec les États-Unis, qui était le TPP, Trans-Pacific Partnership. Tout ça pour dire que l'Asie du Sud-Est est aujourd'hui un enjeu de commerce international parce que il y a une transformation du secteur économique, de l'industrie et des services qui est extrêmement rapide et des pays riches qui se positionnent dans ces pays-là, et aussi un double intérêt par rapport aux mastodons démographiques qu'on peut voir comme la Chine et l'Inde. C'est-à-dire que l'Asie du Sud-Est, en fait, se retrouve un peu dans un entre-deux, entre deux puissances démographiques qui aujourd'hui sont en croissance démographique et qui cherchent aussi à pouvoir sourcer des produits agricoles. Donc, ce genre de traité, en fait, s'intègre aussi dans une vision de fluidifier les commerces au niveau de la région d'Asie. L'agriculture dans ce traité est quelque chose d'assez anecdotique finalement, parce que, par exemple, au niveau du PIB, donc produit intérieur brut de l'ASEAN, qui est estimé en 2019 à 3 000 milliards de dollars, l'agriculture ne représente plus que 10% de ce produit intérieur brut. Néanmoins, on le verra, ce petit 10% qui reste quand même une somme assez élevée, permet de faire vivre des millions de personnes. Et c'est un enjeu croissant, en fait, de ce rapport entre agriculture, mondialisation et préservation à la fois des emplois, mais aussi des systèmes agroécologiques, nous le verrons. Donc, j'ai résumé les 4 enjeux de l'agriculture d'Asie du Sud-Est, qui sont des enjeux de production, des enjeux économiques, des enjeux sociaux et environnementaux. Pour faire simple, l'Asie du Sud-Est se retrouve dans une situation où, au vu de la croissance démographique et des transformations, des répartitions de population entre la ville et les campagnes, se retrouve dans une situation où ils sont obligés d'augmenter la production pour suivre la croissance démographique. Ils ont un enjeu aussi d'efficience, c'est-à-dire que leur ratio d'intrants et de production, c'est-à-dire que l'énergie qu'ils mettent dans leur système agricole et pour avoir les produits alimentaires derrière, doit être amélioré, parce qu'il y a vraiment une
forte utilisation d'énergie pour produire de l'alimentation dans un contexte de changement climatique et changement global, on y reviendra. D'un point de vue économique, je l'ai présenté, l'objectif est de maintenir une balance commerciale bénéficiaire, puisque leur balance commerciale agricole est bénéficiaire, dans un marché de plus en plus compétitif et ouvert, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent de plus en plus, les paysans d'Asie du Sud-Est se retrouvent de plus en plus face à des agricultures d'Amérique du Nord, d'Europe, et donc ils sont obligés d'être compétitifs, pas que par le coût de la main-d'œuvre. Il faut aussi diversifier les productions, les débouchés pour faire face à l'instabilité des marchés et de la géopolitique. Ça, c'est un rappel par rapport à la situation de la crise financière de 2007 qui avait engendré une crise sur les prix du riz en 2008 et entraîné aussi des émeutes de la faim dans différents pays. Les enjeux sociaux, c'est de garantir l'emploi durable et une rémunération équitable pour les familles rurales, gérer l'exode rural sans pour autant freiner les opportunités économiques pour les jeunes. Et d'un point de vue environnemental, il faut maintenir les niveaux de production tout en réduisant l'impact des pratiques et créer des agro-environnements capables de produire dans un contexte de changement climatique, c'est-à-dire avec des événements de plus en plus violents, notamment. Donc le plan, pour faire simple, j'ai essayé de reprendre les plans de géographie, donc c'est-à-dire une présentation du contexte, la géographie du secteur agricole en Asie du Sud-Est. Ensuite, la présentation des facteurs et des conséquences de cette transformation, donc les moteurs de la transformation, qui sont entre des politiques agraires plutôt paysannes au début, avec une révolution biotechnologique qui se met en place aujourd'hui, et une typologie des paysages qu'on peut voir et des différents enjeux qu'on peut voir à travers les pays. Donc, pour commencer, voici une petite photo du nord du Vietnam. Donc, voilà, étant donné que j'ai fait ma thèse au Vietnam, vous allez avoir plutôt des photos, des images du Vietnam et des chiffres pour le reste. Mais donc, voilà, vous avez un paysage typique du nord du Vietnam avec les plaines rizicoles en bas-fond, les pentes où l'irrigation est un peu plus difficile à contrôler. Donc ça, c'est les terres qui sont en marron clair avec des cultures type maïs, manioc, etc. Des pentes qui sont plus ou moins cultivées avec des forêts extrêmement denses de type subtropical. Donc, les conditions géographiques, ça, c'était présenté dans l'article. Globalement, en Asie du Sud-Est, on a deux gros blocs. On a les pays dits continentaux, donc avec le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar. Et les pays insulaires, donc l'Indonésie, la Malaisie, Brunei, Singapour et les Philippines. Il y a différents types de reliefs topographiques qui conduit à créer, avoir des reliefs, une alternance entre plaine et montagne, avec des bassins et des deltas notamment, qui sont des deltas de forte production agricole. Je pense notamment au delta du fleuve Rouge et au delta du Mekong. Mais il y a aussi d'autres vallées fluviales comme l'Irrawaddy au Myanmar et d'autres plaines sur l'île de Sumatra et en Thaïlande notamment. Vous pouvez voir aussi la classification des climats. Donc, on a simplifié, grosso modo, on a un climat subtropical humide au nord, donc sur la partie frontalière avec la Chine, un climat tropical de mousson, donc plutôt chaud et humide, avec une alternance avec la mousson donc, pour la grande partie de la partie continentale d'Asie du Sud-Est, et le climat équatorial pour les pays plutôt insulaires. On a aussi donc une carte de l'occupation du sol. Donc on peut voir l'alternance entre des zones à forte production de culture, notamment au Myanmar, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, et des zones plutôt boisées dans les zones qui sont plutôt de montagne ou boisées, mais avec une agriculture quand même assez dynamique. La particularité de l'Asie du Sud-Est, bien connue, c'est les densités humaines et du peuplement. Je vous ai mis quelques photos satellites prises sur Google Earth pour pouvoir donner un peu un effet de ces différentes densités.
Globalement, on a les deltas qui sont avec des densités supérieures à 500 habitants au kilomètre carré, ce qui est 1,5 fois supérieur à la densité d'Allemagne, par exemple, pour donner une comparaison. Et ensuite, plus on monte dans les montagnes et plus la densité diminue. Et on le voit très bien là sur les photos satellites avec des villages rues extrêmement denses pour pouvoir protéger les terres agricoles dans les deltas. Et des villages quasiment, difficiles à observer à cette échelle-là. J'ai essayé de prendre la même altitude. Et pourtant, une activité humaine qu'on voit à travers le déboisement et l'ouverture des milieux. C'est principalement l'Asie du Sud-Est, une société qui s'urbanise aujourd'hui. J'aurais fait cette présentation il y a 30 ans, on aurait parlé d'un ensemble plutôt rural et agricole, alors qu'aujourd'hui, en tout cas quand moi j'ai fait ma thèse, on basculait dans le monde urbain, c'est-à-dire que la population urbaine allait dépasser la population rurale, ce qui a aussi des conséquences en termes de consommation propre, puisque en ville, les habitudes de consommation sont très différentes de la campagne, notamment sur la consommation de la viande, qui a un effet boule de neige sur l'utilisation du foncier, on y reviendra. Donc globalement, aujourd'hui, en 2015, donc sur le graphique, on était en Asie du Sud-Est à 650 millions d'habitants, 330 millions de ruraux, 299 d'urbain, et d'ici 10 ans, les villes vont gagner 100 millions d'habitants, et ça va être la principale croissance démographique, sachant que les campagnes ont abouti à leur pic démographique. Néanmoins, malgré cette caractéristique d'une émergence de la ville, le secteur agricole reste le premier employeur d'Asie du Sud-Est. Alors, c'est employeur au sens entre guillemets, puisque on considère que, selon les statistiques, une personne qui va travailler plus de 50% de son temps dans l'agriculture ou qui va obtenir une certaine rémunération va être considérée comme actif agricole. Et donc, il y a une forte pluriactivité, notamment au sein de la population d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire que les gens peuvent très bien passer de l'artisanat, de l'industrie à l'agriculture. Néanmoins, les statistiques qu'on a, qui sont issues du FAF-Stat, donc le service statistique de la FAO, nous permet de comprendre à peu près des trajectoires, on va dire, par pays. Même, vous voyez que les séries statistiques sont à trous, ça veut dire en plus, à l'intérieur de ces séries statistiques, il y a des changements d'évolution de définition. Par exemple, vous pouvez voir qu'au Vietnam, on est passé très rapidement à une diminution très brutale du nombre d'actifs dans l'agriculture liés à des changements de définition. Globalement, on peut retenir l'idée qu'un actif sur 3 travaille en partie dans l'agriculture. Ce qui a une conséquence économique, c'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une divergence entre la rémunération de l'activité agricole et la rémunération dans les autres secteurs de l'industrie et des services. Pardon. Ce qui questionne en fait sur le pourquoi du maintien de cette population agricole dans la mesure où tous les indicateurs montrent cette restructuration de l'économie avec une solide base et un transfert en fait assez rapide des actifs du secteur agricole vers les autres secteurs. Donc, c'est le cas notamment du graphique qui est au-dessus, où on voit l'évolution de la part de l'agriculture et de la pêche dans l'emploi. Et on voit bien qu'il y a une diminution de ce taux de l'agriculture dans l'emploi, avec des convergences en dessous du tiers, quoi. Et l'OCDE avait déjà en 2009 mis une alerte sur cet indicateur-là, parce que en fait, on voit bien que ce pourcentage diminue, néanmoins la population reste très très importante.
Et on peut voir aussi, c'était le graphique d'en dessous, que en fait, la valeur du revenu des agriculteurs décroît vraiment très rapidement et n'arrive pas à suivre l'évolution des autres secteurs. Et il y a des pans entiers de population qui se retrouvent en fait un peu coincés dans une activité en fait qui rémunère assez mal, et donc où il va falloir trouver des alternatives pour pouvoir gagner plus. Et souvent l'alternative, c'est d'intensifier les pratiques pour pouvoir avoir plus de production à l'hectare. Donc, l'activité agricole en Asie du Sud-Est, c'est une agriculture de type familial, paysanne, dans le sens où il y a un rapport à la terre qui est très présent dans toutes les familles. Microfondiste par rapport à la taille générale en fait, des exploitations, qui est globalement en moyenne de 1,8 hectares par exploitation. Alors que, par exemple, en Europe, on est à 30, en Amérique du Sud, on est à 100, aux États-Unis, on est à 178. Mais avec une grande variabilité entre les pays. Le Vietnam est évidemment caractéristique d'une agriculture très petite, avec plus de 90% des exploitations à moins d'un hectare. Mais vous voyez qu'il y a des pays comme la Thaïlande qui ont réussi à faire des réformes foncières pour privilégier, on va dire, des formes un peu plus intermédiaires avec des tailles de 5 à 10 hectares. Et voilà, selon les pays, vous avez différents profils qui est lié aussi à la densité de la population en milieu rural et donc à la ressource qu'il faut partager. Je vous ai mis une carte mentale qu'on avait réalisée avec un agriculteur au Vietnam, donc où il nous dessine un peu ces parcelles. Bon, c'était une personne qui avait quand même environ 1 hectare, un peu moins, donc qui était dans le 10% des… Et on voit à peu près comment se répartit le foncier de manière un peu partielle. Et donc, ça montre aussi que il n'y a pas eu forcément de remembrement, il n'y a pas eu forcément une volonté de sortir les populations de la campagne. Loin de là, on le verra. Les caractéristiques du secteur, je passe rapidement sur cette diapo, mais vous aurez certainement la présentation en téléchargement pour avoir les chiffres. Globalement, l'Indonésie est le pays avec la plus grande part la plus grande superficie cultivée. On est autour de 50 millions d'hectares cultivés en 2018. Vient ensuite la Thaïlande avec 20 millions, le Vietnam avec 10 millions, et après 10 millions, et ensuite les pays se trouvent en dessous. En termes de nombre de travailleurs dans l'agriculture, pareil, l'Indonésie est vraiment loin devant avec 35 millions de travailleurs. Le Vietnam est à côté. Donc après, on peut faire les ratios pour pouvoir caractériser un peu plus finement les types d'agriculture. On voit bien qu'au Vietnam, la quantité, par exemple, de terre par travailleur est inférieure à 0,6 hectares, alors que dans d'autres pays comme la Malaisie ou Brunei, on est à plus de 5 hectares par travailleur. C'est aussi une caractéristique des pays en fonction de leur stratégie économique de privilégier ou non la main-d'œuvre locale. On sait que, par exemple, le Brunei ou la Malaisie importent aussi beaucoup de main-d'œuvre des autres pays, notamment d'Indonésie, pour pouvoir cultiver. Donc, je ne sais pas si dans ces statistiques-là, les travailleurs transfrontaliers apparaissent. Toujours est-il que sur la consommation, par exemple, d'engrais, pour pouvoir un peu caractériser l'intensification, on a une consommation, donc on ne va pas revenir sur les tonnes, mais donc on regarde l'azote qui est un élément assez intéressant quand on travaille en agriculture. Donc l'azote chimique produit par les agro-industries et la quantité donc, de cet azote disponible ou utilisé. Et on voit que en fait, on a des profils très différents selon les pays. De même, le Myanmar a des quantités d'une utilisation assez faible, 20 kg d'azote à l'hectare, contre le Vietnam qui utilise près de 130 kg d'azote. Et donc, du coup, des rendements qui sont vraiment très, très différents. Donc, avec le pic sur la tonne céréales en rendement, donc, qui est au Vietnam avec 5,7 tonnes de riz, on va dire, à l'hectare et par cycle, et l'Indonésie qui est aussi très, très élevée, un gros pôle
de pays qui sont plutôt autour de 3 tonnes et des pays qui ont plus de difficultés pour des raisons climatiques ou techniques à produire. Donc voilà, on voit bien que ce sont l'agriculture d'Asie du Sud-Est est un système très intensif en travail, très intensif en énergie. On concentre vraiment sur une petite parcelle le maximum d'énergie. Avec l'utilisation de flux, là, vous avez un schéma qui représente l'utilisation des flux entre les différentes activités au sein d'une exploitation, on va dire, polyculture élevage. Globalement, un exploitant agricole d'Asie du Sud-Est nourrit 5 personnes. En Europe ou aux États-Unis, on est plutôt un exploitant nourrit 620 personnes jour. Bon, c'est la même chose. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en Asie du Sud-Est, on produit 2 fois plus de production agricole qu'en Europe à l'hectare. Donc voilà, il y a aussi toutes ces questions-là de combien de personnes peut accéder à la ressource, donc peut nourrir des gens, et combien ils sont obligés de produire pour pouvoir être rentables. Par rapport à l'intensification, l'autre facteur qui est caractéristique, c'est la déforestation. Donc, de toutes nouvelles terres pour le secteur agricole et aquacole. L'Asie du Sud-Est est bien connue comme l'Amérique latine pour ce phénomène, et notamment lié, on le verra, à la production d'huile de palme et au développement de l'aquaculture, mais pas que. Il y a aussi le café, il y a aussi d'autres types. Mais voilà, il y a des pays qui sont beaucoup plus qui mettent beaucoup plus d'énergie à étendre les surfaces cultivées sur la forêt, comme l'Indonésie et la Thaïlande. Et c'est vrai que en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce phénomène-là, c'est que déjà c'est politique, mais aussi c'est une courroie qui permet de diminuer ce qui permet de limiter la diminution de la superficie par travailleur. C'est-à-dire que si on arrive aujourd'hui à une superficie, par exemple, de 0,6 hectares par travailleur au Vietnam, c'est parce qu'il y a eu des boisements. Donc, il y a aussi des enjeux au-delà des questions, on va dire, d'écologie, des questions d'emploi et de soutenabilité de l'emploi qui sont assez sensibles. Bon, une carte rapide, la diversité agricole et spécialisation nationale. Je suis désolé, j'ai fait ça très très rapidement, mais c'était un peu, même pour moi, pour voir, parce que je n'avais jamais vu cette information-là. On a sommé toutes les productions agricoles en tonnes, et on voit un peu les traits caractéristiques des spécialisations entre pays, qui produit plutôt des céréales, qui produit plutôt du sucre, qui est plutôt sur les racines tubercules, aussi les cultures oléagineuses. Et évidemment, bon, vous avez l'Indonésie et la Malaisie. Bon, la Malaisie qui est vraiment le caractéristique d'une surspécialisation dans la culture d'oléagineux, donc l'huile de palme, comme l'Indonésie, avec des objectifs aussi d'autosuffisance alimentaire, parce qu'on y reviendra, mais c'est vrai que c'est une zone qui est globalement autosuffisante d'un point de vue alimentaire, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Et on a d'autres pays qui ont choisi des spécialités différentes, comme la Thaïlande ou les Philippines sur le sucre, sur la production de sucre, donc avec des grosses agro-industries de transformation de la canne à sucre, et dans un commerce extrêmement volatile. D'autres qui sont comme le Vietnam, le Cambodge ou le Laos, qui sont plus sur des approches plus diversifiées, on va dire, très autosuffisance sur le riz, exportation, mais aussi diversifiées, avec notamment une grande production de légumes. Donc, l'agriculture d'Asie du Sud-Est est un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire mondiale. Si on regarde la population en part mondiale, donc l'Asie du Sud-Est représente 9% de la population mondiale. J'ai fait un rapide calcul pour regarder ce qu'ils produisaient et ce que ça représentait en termes de pourcentage vis-à-vis de la production mondiale. Et on peut considérer que quand on est à 9, on est à peu près à l'autosuffisance. En dessous, il va falloir soit moins consommer, soit importer. Et à plus, on va avoir des capacités d'export. Et donc, du coup, on se rend compte que, par exemple, sur le riz, l'Asie du Sud-Est représente 28% de la production, 52% des exportations mondiales. Sur les huiles végétales, c'est pareil, on est à 26% de la production mondiale, 70% des exports. Donc, l'huile végétale, on comprend un peu tout, hein, mais il n'y a pas que l'huile de palme.
Sur les productions animales, on est en déficit. Voilà, lait, œufs, viande, c'est des systèmes déficitaires donc, qui importent notamment d'Amérique latine et d'Europe. Fruits à coque à 17%. Donc là, il y a notamment le café. Le Vietnam est le premier exportateur mondial de café, mais il n'y a pas que, voilà, pas que ça. Le sucre, ils sont à peu près à l'autosuffisance, mais on voit que les exports et les imports représentent 15 à 16% des deux côtés. Ça, c'est une situation qui est liée à la volatilité du prix du sucre, donc qui est très spécifique. Sur les racines, donc les tubercules, tout ce qui est igname, manioc, etc., ils représentent 10% et 70% des exports. L'aquaculture aussi est très importante. Donc là, j'ai différencié l'aquaculture et la pêche naturelle. L'aquaculture, c'est 21% de la production, 11% des exportations. Et donc, entre 2000 et 2012, la valeur du commerce international d'Asie du Sud-Est a été multipliée, je crois, par… alors, je ne sais plus exactement, mais grosso modo, on est à 40 milliards de dollars en 2000 sur les exports. Et là, on serait plutôt autour de 150 ou 200 milliards sur les exports. Donc, en 10 ans, ils ont pris 100 milliards en valeur. Donc, c'est quand même assez important. Vous avez la production aussi agricole Bon Sommet qui a été présentée dans l'article. Secteur stratégique pour le secteur alimentaire mondial, on le disait, sur le riz. Là, sur la pandémie du Covid, il a fallu avoir un problème sur le riz. Mais la FAO est intervenue à temps. Et, en 2008, ils ont, le Vietnam et la Thaïlande ont coupé les exportations, enfin, n'ont pas honoré leur contrat. Et les pays d'Afrique qui sont extrêmement tributaires de ces importations de riz se sont retrouvés dans des situations, ce qui a créé les émeutes de la faim. Donc, voilà. Bon, agriculture, industrialisation, là aussi, en fonction des pays, on est sur des valeurs totalement différentes. Grosso modo, ce graphique montre que en 2005, la moitié de la valeur de la production du secteur agricole était réalisée par les agro-industries. Donc, alors qu'au Laos, la valeur de l'agriculture est essentiellement de la production brute. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de création de valeur dans la transformation. Donc là aussi, en fonction des pays qui sont avancés dans leur industrialisation et les pays qui sont un peu en retrait, plus dans des situations de développement, on voit qu'il y a des écarts qui sont relativement énormes. Et là, c'est en pourcentage, mais effectivement, la transformation d'une production agricole par une agro-industrie entraîne une augmentation très forte des valeurs. Donc, comment on en est arrivé un peu là, d'un point de vue historique et socio-économique? Donc là, on va faire un peu on va voir un peu dans le moteur de la mécanique du secteur agricole d'Asie du Sud-Est, voir comment on en est arrivé à cette situation. Donc, on pourrait commencer un peu plus loin, mais on va partir de la colonisation, parce que c'est vrai que la colonisation agricole d'Asie du Sud-Est a été un moment vraiment extrêmement violent en termes de transformation des systèmes de production, où les pays européens se sont appropriés des terres et se sont mis à faire des produits qu'ils avaient besoin en métropole. Et c'est notamment comme cela que l'Asie du Sud-Est, qui avait des spécialités agricoles localisées, s'est retrouvée à produire massivement pour les métropoles du thé, du café, du sucre, du caoutchouc, des épices, du riz. Et il y avait aussi là toute une volonté de peuplement par les colons, de créer des grandes exploitations agricoles. Et donc, il y a aussi à la fois les produits et la question de confrontation des modèles entre on va dire la petite agriculture paysanne et l'agriculture industrielle qui prend de l'espace, commence à apparaître à ce moment-là. On parle d'ethnocide et d'écocide aussi dans cet endroit-là, parce que c'est vrai que les forêts équatoriales étaient très denses, il y avait des populations dans ces endroits-là, et que ces populations ont été largement décimées et remplacées par des populations par des travailleurs agricoles
notamment en périphérie de Saïgon et dans la future Indonésie. Donc, d'un point de vue des géographes et des agronomes, en fait, on a une opposition de thèse en Asie du Sud-Est où on a deux grandes personnalités qui s'opposent en fait un peu sur la vision de la colonisation, l'agriculture et colonisation, avec d'un côté Pierre Gouroux, le géographe, et de l'autre René Dumont, l'agronome, qui ont fait deux thèses à peu près au même moment, toutes dans les années 30. Et grosso modo, les thèses étaient, Pierre Gouroux affirmait que le Tonkin, donc le delta du fleuve Rouge, était surpeuplé, mais que la colonisation avait apporté sécurité et commerce. René Dumont aurait plutôt, dans sa thèse, aurait plutôt mis un accent sur la lutte contre la faim et montré qu'il fallait faire confiance dans l'ingéniosité des paysans, ce qui était un peu une position assez radicale à l'époque. Néanmoins, René Dumont n'a jamais vraiment critiqué cette question du commerce entre le pays colonisé et la métropole. Et donc, du coup, cette opposition de thèse entre surpeuplement, où évidemment le riz part pour le métropole, donc effectivement les gens n'ont rien à manger. Voilà, tout ça doit se rediscuter aussi à la lecture des documents de l'époque et d'essayer de se remettre en contexte. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près les deux thèses qui ont fondé un peu la géographie tropicale et l'agronomie tropicale. Ce qui se passe après la colonisation, donc on passe très rapidement, mais voilà, après le retrait des troupes japonaises, globalement, les États-Unis prennent à peu près les Philippines et essayent de s'implanter en Thaïlande et aider l'armée française qui est en déroute à Saïgon. Dans le même temps, il y a un certain nombre de pays de Myanmar, Vietnam, qui vont plutôt du côté de l'URSS et de la Chine. On remarquera aussi que ces pays, c'est plutôt la frontière chinoise qui est avec des pays proches, on va dire, des régimes communistes, et plus loin, l'espace maritime qui est plutôt contrôlé par les États-Unis. Et du coup, cette décolonisation se passe aussi dans des moments de crise, fin de la Seconde Guerre mondiale, et des famines, deux grandes famines, la famine du Bengale de 1943 et la famine du Vietnam de 1945. La famine du Vietnam a engendré le début de ce qu'on a appelé la guerre d'Indochine, et vraiment le fait que le communisme se soit forgé au Nord-Vietnam. Il y a eu aussi l'histoire des non-alignés. Tout ça pour dire que voilà, il y a une géopolitique à prendre en compte qui a des répercussions. Cette géopolitique a des répercussions dans le système agricole et notamment dans la fameuse expression révolution verte. L'expression révolution verte a été pensée par les services d'aide américains qui étaient basés aux Philippines et qui avaient développé un riz avec des rendements qui dépassaient les rendements qu'on avait observés jusqu'alors, mais il fallait utiliser énormément d'énergie pour pouvoir obtenir ces rendements-là. Alors que de l'autre côté, du côté communiste, en fait, on a vraiment l'idée que l'Asie du Sud-Est est une zone de paysans et on ne peut pas appliquer la théorie du RSS sur les ouvriers en Asie du Sud-Est et qu'il faut un discours en faveur de la paysannerie qui a subi la colonisation. Donc, ça va être un discours volontairement en faveur d'une redistribution des terres, même si dans les années qui vont suivre, il va y avoir des processus de collectivisation. Donc là, on peut voir sur la photo de gauche le président Ho Chi Minh qui rencontre des paysans, donc Ho Chi Minh qui est assis agenouillé devant des paysans, des femmes en plus. Donc il y a tout le côté propagande et de l'autre côté, donc Lyndon Johnson qui vient rencontrer Marcos aux Philippines pour inspecter comme le grand planificateur les rendements attendus.
de cette histoire-là, on a vraiment deux mondes qui se sont séparés d'un point de vue foncier et d'un point de vue de transformation économique. Les guerres n'ont pas aidé à cette… enfin, ont favorisé voilà, cette divergence, puisqu'il y a eu une militarisation notamment de l'agriculture dans les pays type Vietnam, Myanmar, Cambodge, Laos, alors que dans les pays Indonésie, Philippines, Thaïlande, on était resté quand même sur des systèmes plus privés, mais qui étaient très favorables aux propriétaires fonciers qui n'ont pas été mis à mal par des réformes, on va dire, rouges. Alors que dans les pays communistes d'Asie du Sud-Est, c'est vrai que les réformes agraires, on passera rapidement, mais les réformes agraires ont été quand même relativement violentes, avec des estimations de nombre de morts qu'on n'arrive pas à… Enfin, les estimations sont biaisées parce qu'il n'y avait aucun observateur à ce moment-là. Les dates clés de ce rapport de force, c'est 67, la création de l'ASEAN, 74, fin de la guerre du Vietnam. Donc là, globalement, je pense que quand on devait être à cette époque-là, on devait se dire qu'il y avait quand même de fortes chances que la Thaïlande et ensuite les Philippines et l'Indonésie tombent aux mains des communistes. Néanmoins, en 79, une guerre en fait éclate entre le Vietnam, le Cambodge et la Chine. Et dans le même temps, la Chine normalise ses relations avec les États-Unis et signe un certain nombre de contrats. Et la Chine en fait se retrouve en position d'obliger les pays communistes alignés à l'URSS à enchaîner des réformes économiques dans la mesure où ils avaient bien senti que la fin de l'URSS allait être proche. Et ce qui s'est passé, c'est que le Vietnam, le Laos ont mis en place un certain nombre de réformes, ce qui a conduit, par exemple, en 1995 à la fin de l'embargo américain sur le Vietnam, et donc à la possibilité de ce pays à commercer ses productions agricoles. Et on voit qu'au moment où le Vietnam est mis hors embargo, il adhère à l'ASEAN et s'ensuit l'ensemble des autres pays, puisque le Vietnam est vraiment un État pivot dans cette relation entre les pays, on va dire, plutôt libéraux et les pays communistes. Et voilà, donc 95-99 arrive le marché commun de l'ASEAN comme on le connaît aujourd'hui. Donc, voilà, on est passé sur les réformes agraires foncières dans les différents pays. Je vais pas faire un focus là-dessus, puisque chaque pays a son type de réforme. Donc, c'est plutôt il faut prendre en compte les lois sur les terres agricoles, les lois forestières, les lois sur l'eau, etc. Donc, on voit qu'il y a différentes réformes, que les réformes n'ont pas les mêmes stratégies. Enfin, il y a des types de propriété, par exemple, en Indonésie, que dans les pays communistes, en fait, on a un droit d'usage sur la terre, même aujourd'hui. Ça veut dire que les gens, tous les 10 ans, on vient au comité populaire voir s'il y a un droit d'usage à récupérer, c'est un peu une loterie, et puis vous récupérez un droit d'usage, on vous donne une terre à cultiver pour 10 ans. Et comme ça, il y a des réformes, voilà, par exemple au Vietnam, 93, 2003, 2013, et donc la prochaine, 2023. Donc des systèmes très différents. Globalement, dans cette transformation, les populations sont quand même mises à rude épreuve par la mondialisation. On pourrait reprendre l'histoire du Cambodge, mais bon, là, on n'a pas le temps. Donc, déplacement de population, libéralisation des marchés, où forcément, vous passez de systèmes où vous avez des économies protégées, que ce soit communiste ou pas, et qui se retrouvent face à la fluctuation des prix du marché. Donc, voilà, le fait que des prix ne soient plus fixés, ça met les gens dans une situation vraiment d'embarras parce qu'ils ne sont pas habitués à devoir spéculer sur le prix des matières à terme. Dans tout ce qui est évidemment déforestation, il y a la destruction des habitats en Indonésie, on y reviendra, et les expropriations foncières. Là, c'est plutôt dans le cas des extensions urbaines où on a des conflits extrêmement forts, mais qui sont très peu relayés puisque la presse reste dans certains pays quand même assez muselée. La révolution verte, évidemment, c'est
qu'il y a eu en Asie du Sud-Est, ce qu'on comprend, c'est que c'est un ajout d'énergie lié en fait à une modification du prix du baril de pétrole lié aux deux chocs pétroliers de 73 et 78, qui donnent l'occasion à l'Indonésie, à la Malaisie d'aller explorer des gisements en fait qui sont en mer et donc offshore, et donc d'exploiter ces ressources, qui fait que Brunei et Singapour ou la Malaisie sont des pays avec des PIB par habitant très élevés. Mais donc cet accès à l'énergie par une envolée du prix du baril permet à créer des agro-industries qui vont générer de l'azote, enfin, qui vont produire de l'azote chimique. Et donc, on peut voir que là, donc la courbe bleue, l'utilisation en unité d'azote, donc en kilos, ne fait que croître, et c'est des courbes de croissance qui sont extrêmement rapides. Pour comparaison, en Europe, donc ça c'est ce qui est le petit carré à l'intérieur, on voit qu'on était autour des 30 millions d'unités d'azote utilisées en global sur l'Europe, et que ça a diminué fortement puisqu'il y a eu des lois, des directives européennes, notamment la directive nitrate. Tout ça pour dire qu'il y a une utilisation assez importante de produits chimiques dans l'agriculture. Il y a aussi une utilisation de la mécanisation, où là, c'est moins net que l'ajout d'énergie, puisque ça dépend évidemment de plein de paramètres, et notamment le fait que les agriculteurs n'aient pas des revenus suffisants qu'il y a même cette évolution, cette divergence entre les revenus des agriculteurs et les autres, font que en fait, c'est plutôt les gens qui sont dans la ville qui peuvent investir dans l'agriculture et donc acheter des machines, etc. Et la main-d'œuvre étant à des coûts assez faibles, mais on se retrouve quand même dans une situation où la compétition entre la main-d'œuvre et les machines est encore en faveur de la main-d'œuvre. Mais ça va évidemment changer dans les années, puisqu'on voit que sur les importations de machines, depuis l'ouverture à l'OMC d'un certain nombre de pays, notamment ex-communistes, ces pays peuvent importer des machines, notamment d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une courbe, si on prend les canons du développement, on est dans une situation où, en gros, on est en développement. D'ici 2020-2030, on va rentrer dans une phase d'émergence de la machinerie pour pouvoir justement faire face à la diminution de main-d'œuvre qui va arriver là, qui est déjà en cours. La restructuration des systèmes de production, donc là, globalement, c'était à peu près ce que j'ai travaillé en thèse. Donc ça, c'est plutôt sur l'élevage, mais en gros, au Vietnam et dans d'autres pays, on était autour d'avoir des petits élevages avec peu d'animaux. Et aujourd'hui, on a des exploitations qui ressemblent à des exploitations de type française, quoi. Donc, qui produisent voilà, à des standards, avec des standards de qualité, des standards environnementaux, etc. Tous ne sont pas sur ce niveau de compétences-là. Et il y en a vraiment un gradient de compétences et de relations entre l'agriculture et l'élevage. Ce qu'on voit, c'est que globalement, là encore, c'est en fait la croissance de la production de viande dans ces pays-là est réalisée par l'import d'énergie sous forme d'aliments transformés. Donc là, on fait de la déforestation en Amazonie. Donc on importe du soja et du maïs pour pouvoir nourrir les animaux d'Asie du Sud-Est, quoi. Et puis, la question de technologie, je finirai par ça, parce que ça, c'était vraiment la fin quand nous, on était au Vietnam à étudier. C'est qu'on a vu apparaître, bon, déjà, il y avait toute une propagande qui pointait du doigt en fait, la paysannerie comme étant vecteur de maladies, vecteur de mauvaises pratiques, que les abattoirs étaient insalubres, etc., et qu'il fallait mettre aux normes. Et c'est vrai que les populations urbaines sont dans ce message-là de la modernisation de l'agriculture est une amélioration de la qualité sanitaire des aliments. Pour preuve, aujourd'hui, l'une des plus grandes méga-fermes laitières du monde, donc qui concentre 30 000, officiellement 30 000 vaches laitières sur quelques bâtiments qu'on voit en vue drone, a été présentée en prime time à la télévision et représente le modèle dominant pour les années à venir.
Et dans cette méga ferme, on produit du lait biologique, et qu'on vend à la population comme étant produit par des méga fermes biologiquement. Donc, on est vraiment sur des approches qui sont complètement différentes de celles que l'on peut connaître dans nos pays. Donc, pour finir, la typologie des paysages, on va dire, j'ai fait un gradient par densité de population, on va aller du plus dense au moins dense. Donc, la ville et l'industrie qui transforment la vie rurale périurbaine. Donc là, on a une superbe affiche de propagande qui met en avant à la fois les rizières et les buildings. Donc, comme une fusion. Donc, vous allez pouvoir avoir votre appartement dans le building et aller cultiver vos rizières en terrasse le matin avant d'aller au travail. Bon, voilà, c'est une vision idyllique du modèle communiste vietnamien. La réalité est évidemment bien différente. Il n'empêche que dans la périphérie, ça va très vite. Ça va très vite, ça s'industrialise, il y a de l'enrichissement, on voit des maisons qui se construisent, on voit des confrontations très fortes entre des populations qui sont dépossédées de leurs ressources, des seules ressources qu'ils avaient, leurs terres pour produire, et qui sont obligées d'aller dans les usines de manière plus ou moins forcée. Même si voilà, il existe aussi des artisans, le travail de Sylvie Fanchette sur le sujet dans la province d'Hanoï est significatif sur voilà, la démonstration que le discours de l'industrialisation est le discours, on va dire, de face, et que derrière, il y a aussi toute une diversité d'artisans, de formes d'artisanat, de spécialisation qui sont bien plus longues que la transformation économique dans laquelle on est aujourd'hui. Pour donner quelques chiffres, donc la province d'Hanoï fait 3300 km², donc 330 000 hectares. La population est de 7 millions d'habitants. C'est une population à date, parce que ça croît extrêmement rapidement. La densité de 2000 habitants au kilomètre-carré, là on commence à être sur vraiment des densités assez élevées, dont 1500 habitants au kilomètre-carré en densité rurale. Ce qu'on voit sur tous les indicateurs, c'est que, notamment en superficie cultivée, c'est que toutes les productions diminuent, notamment les céréales. Là, on est passé, voilà, en 30 ans, 30 ans, il y a une diminution de 70 000 hectares sur 300, enfin, donc c'est un plus d'un bon tiers, quoi, qui a disparu, donc qui est plus cultivé. Donc, potentiellement, si on regarde avec des images satellites, on verrait que ça a été urbanisé. De l'autre côté, sur le nombre de ports, c'est pour montrer aussi que l'agriculture urbaine peut être en émergence, elle peut exister pendant un moment, pendant un laps de temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation où les populations de périphérie voient une opportunité dans la ville qui augmente et changent de pratique, et au lieu de faire du riz, ils vont faire du porc. Mais la ville augmente, et la ville augmente, et on peut augmenter indéfiniment les densités animales à proximité des villes pour les nourrir. Néanmoins, à un moment, ça craque, soit par politique, soit ici par pandémie. C'est qu'entre 2018 et 2019, par exemple, il y a eu une épidémie de peste porcine africaine qui a entraîné l'abattage massif. Donc, on est passé d'1,6 million têtes à moins d'1 million. Donc, l'abattage de 600 000 têtes en 2 ans. Donc, et non consommé. Hein. C'est-à-dire que là, c'est enterré, brûlé, etc. Donc, on voit que la densité aussi est facteur de risque. Le Mékong, donc ça, c'est un cas assez typique hein, on va dire de la transformation des agricultures par le changement climatique. Notamment, c'est un grenier céréalier donc, qui fait face à la montée des eaux, et en même temps à une géopolitique un peu compliquée entre la Chine, le Laos et le Cambodge, qui construisent à tour de rôle des barrages sur le long du fleuve Mékong. Et en 2016, quand on y était, par exemple, il y avait eu un phénomène El Niño, je crois, donc une sécheresse. Et les Vietnamiens avaient besoin d'eau pour pouvoir faire la culture de riz. Et à ce moment-là, la Chine en a profité pour militariser des îles dans la mer qui est considérée être comme la mer de Chine du Sud,
et pour les militariser et pour que le Vietnam ne dise rien, ils ont fermé les vannes des barrages, ce qui a fait remonter le niveau d'eau et évidemment a entraîné la destruction d'une grande partie de la récolte. La montée des eaux, finalement, bon, le delta, voilà, c'est 529 habitants au kilomètre carré, c'est hors Ho Chi Minh, hein, donc 21 millions d'habitants, 400 000 km carrés, 2 millions d'hectares de riz. Enfin, c'est vraiment énorme. Ça représente 5% de la production mondiale de riz, 50% de la production nationale. Donc, on est vraiment sur un espace qui est stratégique. Plus le niveau d'eau monte et plus la situation d'autosuffisance va être, alors peut-être pas d'autosuffisance directement, mais en tout cas les exports. Et donc, du coup, la sécurité alimentaire dans d'autres pays peut être impactée. Néanmoins, en local, ce qu'on voit, c'est que dès que l'eau salée s'introduit massivement dans des endroits, on a le remplacement des rizières par de l'aquaculture. Donc, de toute façon, le delta, dans les 50 prochaines années, va continuer à produire de l'alimentation. Ça dépendra. S'il produit plutôt, il continue à produire du riz, et ce qui sera certainement le cas pour une grande partie, mais que les endroits qui vont être affectés par cette montée des eaux va plutôt être respécialisés. Et c'est vrai que dans cette région-là, ils ont une dynamique ils sont très réactifs pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va falloir remplacer. Si une production ne marche plus, pour différentes et à risque, on va pouvoir la remplacer. Et sur ça, ils sont très compétitifs. Le cas de Bornéo, bon, qui est un cas voilà, extrêmement connu, puisqu'il y a eu un documentaire, enfin plusieurs documentaires sur le sujet, où on voit que c'est parce que c'était une île avec une biodiversité exceptionnelle qui est en train d'être ravagée par effectivement une production, la culture de l'huile de palme, mais pas que, il y a aussi d'autres pressions qui sont là à essayer de grignoter la forêt et notamment en premier chef l'industrie du bois, parce que c'est vrai que quand on déboise, la première ressource, c'est qu'on récupère des grumes d'une certaine qualité qu'on ne peut pas obtenir dans des parcelles de forêt de production. Donc, voilà, une internationalisation de l'occupation du sol de cette île, dans la mesure où l'île de Bornéo est vraiment observée maintenant, et les politiques indonésiennes ne peuvent pas faire fi aussi des réactions des consommateurs, notamment en Europe ou aux États-Unis, qui prennent conscience du problème environnemental, même si la production d'huile de palme n'est pas forcément à destination de la consommation humaine. Donc, l'île de Bornéo, la logique du front pionnier, donc 29 habitants au kilomètre carré. Donc là, il faudrait refaire l'histoire de la transmigration, les politiques de transmigration de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils continuent sur différents formats. 21 millions d'habitants, 748 000 kilomètres carrés. Les pertes de forêt qu'on trouve attestés dans des articles scientifiques. Donc, 18 millions d'hectares qui ont été déboisés entre 1975 et 2015, et une accélération entre 2001 et 2019 à environ 6 millions d'hectares. Sachant que globalement, sur ces 6 millions, il y en a la moitié qui sont liés qui sont remplacés par une production d'huile de palme. Bornéo représente 30% de la production nationale d'huile de palme. Sumatra, qui est une île là aussi moins observée, moins visible pour plein de raisons, parce que la population est déjà plus ancienne. C'est 70% de la production d'huile de palme. Donc on voit bien que là aussi, derrière la question de l'huile de palme, il y a vraiment quelque chose. Voilà. Bornéo est un cas spécifique dans la mesure où il y a encore, dans certaines parties, une biodiversité exceptionnelle et qu'il s'agit de préserver. Et enfin, pour terminer, donc, un cas un peu plus spécifique qui est le triangle d'or, donc la frontière entre le Myanmar, le Laos et le Vietnam, qui était une zone de repli, notamment dans le conflit avec les Américains entre le Vietnam, le Laos. Donc, c'était une zone de repli où il y a eu une production très importante d'opium. C'est aussi une région qui est, d'un point de vue topographique, qui est extrêmement
il y a un relief extrêmement abrupt, c'est très difficile de se déplacer. Vous faites 200 km sont réalisés je dirais en 5 heures ou 6 heures de route, quoi. Donc on est vraiment sur des zones très, très enclavées où il y a encore une pauvreté endémique et les populations vivent principalement de l'agriculture vivrière. Si elles veulent avoir des ressources économiques, il y avait pendant un temps l'opium, maintenant c'est l'exode. L'opium d'Asie du Sud-Est, on est dans une situation de phase terminale de la reconversion, c'est-à-dire que en 95, notamment au Myanmar, il y avait une production des superficies très très importante, notamment dans la zone du Shan et du Kachin. Et l'État birman a souhaité essayer d'utiliser la production légale, on va dire, d'opium dans des cultures, on va dire, de bas-fond, mais avec une énorme pression internationale pour diminuer. C'est pour ça qu'on voit qu'entre 2006 et 2014, il y a une réaugmentation. 2014 à aujourd'hui, on est sur une diminution. Là, on arrive vraiment sur une phase où l'ASEAN veut qu'il n'y ait plus de production d'opium ou de manière très marginale à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des ressources aussi pour ces paysans qui vivaient de cette culture-là, et ce qui est extrêmement difficile puisque aucune culture ne peut remplacer les gains économiques qu'on pouvait avoir avec cette culture-là. Et donc, du coup, ça va entraîner aussi une transformation et très certainement un appauvrissement encore plus important de ces populations qui se trouvent dans les espaces de montagne. En conclusion, le secteur agricole est pourvoyeur d'emplois, peu qualifié, faiblement rémunérateur pour une population rurale importante. Un secteur en pleine mutation, restructuration liée à une transformation de la répartition démographique de la population et des nouvelles priorités agricoles, plus d'entreprises et moins d'exploitants. Et un secteur entre intensification des pratiques par une industrialisation des intrants et une extension des surfaces par déboisement. Donc, c'est un capital naturel qui est en forte diminution. Et la question qui arrive, c'est la compétition entre la consommation nationale, l'export agricole et la santé des socio-écosystèmes. Il va sans dire que si la consommation nationale croît, mais que les systèmes agricoles nous se retrouvent avec des chutes de rendement ou avec des problèmes endémiques, on va dire, de santé des territoires, les exports vont certainement diminuer. Et du coup, voilà, il va y avoir certainement un rééquilibrage en défaveur des exports pour privilégier donc les consommations nationales et l'agroécologie en nationale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, merci Jean-Daniel pour cette conférence très riche. Avant de commencer les questions, je signale au public que je vous ai partagé un questionnaire dans le chat, donc c'est un questionnaire en ligne, afin de récolter votre avis, vos remarques, vos suggestions pour que l'on puisse s'améliorer dans la suite de notre cycle de conférences. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, deux possibilités. Soit vous avez un micro, à ce moment-là, vous vous manifestez dans le chat, je vous ouvre le micro et vous posez votre question en direct à Jean-Daniel Césaro. Ou alors, vous posez votre question sur le chat, on l'a dit à l'oral et Jean-Daniel vous répondra dans la foulée. Voilà, donc s'il y a des questions, c'est maintenant, c'est parti. Donc, tout d'abord, on a des remerciements de Victoria Moreno qui nous dit que votre intervention était très enrichissante. Claire, bonsoir. Oui, avez-vous une question ? Alors, il y a des questions. Donc, une première, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grandes exploitations en Asie du Sud-Est ? Ouais. Alors, dans les grandes exploitations, c'est-à-dire que, bon, déjà, on pourrait dire qu'est-ce que grandes exploitations.
par exemple, pour le cas du Vietnam, on va dire qu'une grande exploitation, c'est une exploitation qui fait un chiffre d'affaires, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui est d'1 milliard de Vietnam. Donc, ça doit être autour de 20 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, déjà, on a cette notion-là. Ensuite, si on prend en termes de superficie les grandes et très grandes exploitations, ça représente 0,5% des exploitations. Par contre, selon les filières, donc quand je parle de filières, c'est huile de palme, élevage, etc., ça peut représenter beaucoup plus en termes de pourcentage. Huile de palme, on serait autour de 60% de la production d'huile de palme qui est par des grandes exploitations, on va dire de type entrepreneurial, donc avec plus d'une centaine, voire milliers d'hectares de palmiers à huile. Sur le cas de l'élevage, donc ces exploitations, ces grandes exploitations laitières, on est autour aujourd'hui de 25 à 50% de la production qui serait issue de fermes de plus de 1000 vaches. Il y en a, je crois, de mémoire, une douzaine. Il y a aussi les grandes exploitations en aquaculture. Dans le sud du Vietnam, on a des grands bassins. Donc là, les bassins, ils font, j'aurais pas les chiffres, mais c'est très important. Et notamment, les crevettes que nous consommons en France sont majoritairement produites dans ces très grandes exploitations qui sont aussi liées à des entreprises. C'est-à-dire que la caractéristique des grandes exploitations, c'est qu'elles sont liées à la transformation. Évidemment, on ne va pas produire si on n'a pas un accès au marché. On ne va pas produire beaucoup si on n'a pas un accès au marché, notamment à la transformation et à la commercialisation. L'exploitation de vaches laitières, par exemple, avait son propre réseau de distribution, de transformation et de distribution. Ils faisaient du lait UHT classique et ils avaient leur propre boutique. Donc, c'est là, il y a un enjeu parce que ça mange le foncier des petits agriculteurs. Parce que globalement, on se retrouve avec plein de petites exploitations, mais qui en fait ont un tiers ou 40% des terres disponibles et les autres sont répartis pour des grandes exploitations. Il y a aussi l'histoire coloniale qui est là. Au Vietnam, en tout cas, les anciennes exploitations coloniales ont été transformées en fermes militaires. Donc, le foncier agricole des anciennes exploitations coloniales, que ce soit pour le caoutchouc, ont été conservés, ont été nationalisés comme bien d'État. Et aujourd'hui, les grandes exploitations entrepreneuriales négocient avec l'État en fait le droit d'usage des terres pour pouvoir produire. Donc, finalement, dans certains cas, ce n'est pas une prise de foncier c'est pas du land grabbing, comme on appelle ça, mais une réutilisation d'un foncier, un bien commun, en un bien privé. Alors, merci. Alors, Claire vous dit merci. On a une autre question d'une autre Claire, mais qui rejoint un peu la première sur les grandes exploitations. Elle souhaiterait des précisions sur ce que représentent les racines qui font 70% de l'export mondial et sur ce que représentent les grandes exploitations animales, notamment quelles espèces. Et une dernière question, que représente la grande ferme de lait bio qui se trouve au Vietnam? Alors, que représente, c'est-à-dire représentation, ça peut être en production, en En fait, symbolique. pour les racines, je pense que qu'est-ce qui est mis derrière le terme racine? Oui, donc pour les racines, en fait, on a tout ce qui est donc les tubercules. Donc globalement, il y a ces lignames, et donc l'igname, c'est qui est le manioc, et la patate douce, la pomme de terre. Globalement, c'est igname, manioc, patate douce, c'est les trois produits principaux, quoi. Sur le lait bio, c'est anecdotique, quoi. Pour l'instant, les classes supérieures qui consomment du lait bio consomment du lait importé venu des fermes américaines. Donc c'est anecdotique, mais il y a un marché. Après, voilà, c'est la manière dont c'est produit qui, pour nous, méga ferme et bio, ça fait un peu paradoxe, quoi.
Alors, je crois que nous allons avoir une autre question. Voilà, de Livia. Qu'en est-il des élevages d'insectes? Alors, l'élevage d'insectes, ça, je n'aurais pas de données précises sur les élevages d'insectes. Néanmoins, c'est clairement, en fait, l'Asie du Sud-Est va se positionner, ou s'est déjà positionné depuis 2010, sur la production d'insectes, notamment pour la production animale. Donc, en fait, ils transforment des calories de déchets organiques en calories d'élevage d'insectes pour alimenter principalement de la pisciculture et des fermes porcines. J'ai notamment le cas d'une ferme de production d'insectes qui transforme les bouts d'élevage en calories. C'est-à-dire que les insectes mangent les lisiers et derrière, ils sont séchés et remis en alimentation animale. Tout ça pour dire qu'il y a un enjeu sur la réglementation, évidemment, de qualité sanitaire des aliments. Il y a certaines pratiques qui existent en Asie du Sud-Est qui ne sont pas autorisées dans l'Union européenne. Ces produits, en théorie, ne peuvent pas rentrer dans l'Union européenne. Puisque pour pouvoir rentrer, il faut quand même respecter un certain nombre de normes. Néanmoins, c'est vrai qu'ils en sont à des niveaux d'interaction entre différentes activités où nous, on se sent un peu déplacé, quoi. En Europe, on a une législation qui autorise l'utilisation d'insectes dans la pisciculture depuis 3 ans, 4 ans, mais pas nourris à base de déchets, quoi. C'est là l'enjeu. Voilà ce que je peux dire sur l'élevage d'insectes, mais je n'aurai pas plus de données quantitatives. D'accord. Alors, nous avons encore une question de Sophie. J'attends le texte. Alors, on a une autre entre-temps, mais on va les prendre de façon chronologique. Alors, ah oui, ça vient. Alors, sur la typologie, quels sont les critères retenus? Sur la typologie finale. Je crois, oui, je n'ai pas plus de précision que ça. Ouais. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais, sur la typologie finale, donc les critères qui ont été retenus sont d'abord le gradient, c'est la densité de population. Évidemment, on ne fait pas la même chose à proximité d'une grande métropole, que ce soit Bangkok, Hanoï, Saigon, Manille, Jakarta, etc. Parce qu'il va y avoir des industries, parce qu'il va y avoir tout plein de liens entre agriculture et industrie. Et quand je dis industrie, ce n'est pas que industrie de l'agroalimentaire. Ça peut être puces électroniques. On peut très bien avoir des travailleurs qui vont assembler des puces et puis à 18h, ils vont aller dans les champs, quoi. Et voilà, c'est complètement différent de la montagne. Donc, le premier critère, c'était la densité de population. Le deuxième critère, c'était les filières. Donc, présenter, à part le cas périurbain, mais c'était présenter aussi le riz et l'huile de palme, qui sont vraiment les deux gros pôles d'Asie du Sud-Est. Avec l'opium, qui est une particularité historique, puisque ça a servi au financement des armées contre l'armée américaine. Donc voilà, plutôt les filières. On aurait pu parler du maraîchage, mais en fait, j'ai fait les calculs statistiques à la dernière minute et le bureau du recensement du Vietnam ne donne pas de statistiques sur le maraîchage périurbain. C'est dommage parce que c'est vrai le maraîchage est techniquement une production qui aurait pu augmenter marginalement par rapport à la diminution des hectares perdus en céréales. Mais donc voilà, le deuxième critère, c'était les filières et après, essayer
voir un peu le type de pression. C'est-à-dire que d'un côté, on a la pression de la ville, de l'autre, on a une pression climatique, doublée d'enjeux géopolitiques assez compliqués. De trois, une perte de biodiversité qui n'est pas propre à Bornéo, mais où là, il y a une pression internationale, donc d'une autre géopolitique. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question de la géopolitique. Mais bon, voilà, c'est à peu près ça. C'est gradient de densité, filière, et voilà, diversité d'impact. J'ai moins fait le focus sur les enjeux environnementaux, mais bon, le temps de toute façon est limité. D'accord. Merci Jean-Daniel. On a encore une autre question. Vous avez mentionné le cas de travailleurs agricoles transfrontaliers. Pouvez-vous nous en dire plus? Donc, où se situent ces travailleurs transfrontaliers et quel statut ils ont? Alors, là encore, je ne pourrais pas donner de chiffres parce que ce n'est pas des sujets que j'ai étudiés. On le lit, on en entend parler, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux types. Globalement, il y a deux types de migration rurale. Il y a la migration qui est interne au pays. Dans les pays communistes, on a des autorisations pour aller migrer en ville. Donc, si on n'a pas cette autorisation, on n'a pas le droit de migrer. C'est le cas, tout le monde connaît le cas en Chine, mais c'est vrai au Vietnam, c'est vrai au Laos, c'est vrai en Birmanie, c'est vrai au Cambodge, que dans d'autres pays, voilà, c'est plus libéral, donc les gens ont le droit de circuler. Donc ça, c'est une migration qui est plutôt, on va dire, des campagnes vers les villes, même si dans les populations de montagne, il peut se retrouver que certaines populations migrent pour aller faire travailleurs agricoles. Sur le cas des travailleurs transfrontaliers, donc en Brunei et Malaisie sont connus pour être des pays avec des PIB très importants, et on voit sur les différents indicateurs qu'ils ont un nombre de travailleurs agricoles assez faible par rapport aux superficies, même si voilà, ils sont sur une spécialité production huile de palme. Mais globalement, je ne sais pas si c'est autorisé. Au Vietnam, les travailleurs migrants qui font du transfrontalier sont gérés par le comité des migrations et des travailleurs, qui leur donne une localisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir sur des chantiers à Dubaï, etc. Et certains partent en destination de la Malaisie et de Brunei. Puisqu'il faut, vu que le PIB par habitant, enfin les revenus par habitant dans ces pays-là est très élevé, ils ont du mal à trouver des travailleurs. Et donc, du coup, ils les remplacent par des travailleurs transfrontaliers. Malheureusement, je n'aurai pas de données chiffrées, ni même les mécanismes qui permettent d'en arriver à ce. Il faudrait aller rechercher dans la bibliographie, quoi. Je suis désolé. Alors, merci pour vos réponses. Alors, j'ai juste une participante qui me demande si le diapo serait disponible. Oui. Il sera disponible, donc. Oui. D'accord. Oui, je rends disponible. L'idée, c'était de compléter en fait l'article de Géoconfluence avec voilà, des analyses un peu plus fouillées, statistiques, pour que chacun puisse prendre les données qui l'intéressent et que ça puisse couvrir une large thématique sur la ruralité et l'agriculture, et que ça puisse servir pour la composition. D'accord. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que Jean-Daniel me transmettra le diapositive par mail, donc si c'est possible. Et si ça passe, ou au pire, on fera une version zip. Et donc, pour les participants qui souhaitent avoir accès au diapo, je vous demanderai de nous contacter sur notre adresse mail, donc histoire d'en parler 54@gmail.com.
Et donc, on vous transmettra le diapositive, enfin le diaporama par mail. Donc, veuillez bien nous contacter ou alors laissez-nous vos coordonnées dans le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette soirée. Donc, merci encore Jean-Daniel Césarou d'avoir présenté cette conférence. Merci au public d'y avoir assisté. Donc, je vous rappelle le petit questionnaire à remplir pour nous permettre de nous améliorer. Donc, pour Histoire d'en parler, donc on se donne rendez-vous le lundi 11 janvier à 18 h pour une conférence qui s'intitule La guerre de 30 ans, mémoire partagée d'une catastrophe européenne, donc par Laurent Jalabert, qui est maître de conférence HDR en histoire moderne à l'Université de Lorraine. Donc, rendez-vous lundi prochain à 18 h. Et donc, bonne soirée à toutes et à tous. Et excusez-moi pour ce petit éternuement. Bonne soirée et puis à bientôt avec Histoire d'en parler. Voilà. Merci encore, Jean-Daniel. Merci. Alors, je ne vais pas fermer tout de suite le Zoom parce que j'ai des gens qui m'envoient leur adresse mail. Okay. Donc, je vais essayer de les copier-coller. Comme ça, je les enverrai direct. Peut-être qu'on pourrait mettre la présentation sur Géoconfluence. Je pourrais voir avec Jean-Benoît. Ou... Ouais, de toute façon, là j'ai oui, bah, au pire, on peut mettre. Bien quand même compléter cet Ouais, article. ouais, bah, oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais le contacter. Mais sinon, ouais, je vais te l'envoyer par zip. Je pense que ça va passer. Ok, super. Je vais juste prendre le temps de prendre les adresses mail. Il y a beaucoup de gens. Ouais, il y avait l'air d'avoir, je sais pas, il y a eu 55 personnes. Alors, on était, non, on était beaucoup plus que ça. On a fait un pic à 75 personnes quand même. Donc, ce qui est plutôt pas mal. J'arrive pas à copier-coller les adresses mail. De toute façon, le logiciel va copier les extraits du chat et je pourrais les reprendre. Voilà, super. Écoutez, Jean-Daniel, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, envoyez-moi quand même par mail le diapo et voyez avec Géoconfluence s'ils peuvent le mettre sur le site. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Puis, bonne soirée. Ouais. À bientôt. Au revoir.